Dernière présentation. Bien, pour en finir avec Hans Selye, approche motivationnelle de la psychologie au travail. Si vous n'êtes pas véritablement spécialiste de la question, Hans Selye, c'est peut-être votre voisin. Donc, je suis content de vous en parler. Pour ceux qui le connaissent, vous verrez mon allusion. En effet, ce que je vais vous montrer viendra en complément de ce qui a été dit jusqu'à présent. Ce que je tendrai à démontrer, c'est que, au-delà des expériences et des interventions, il y a une logique commune à l'ensemble même de la réflexion et de l'appréhension gestionnaire des problèmes de la santé au travail, qui, à mes yeux, pâtit d'une carence certaine. Et le responsable, d'une certaine façon, est justement Hans Selye. Donc, pour ceux qui l'intéressent, Wikipédia ou nos ouvrages sont là. Bien, alors, que remarque-t-on? On remarque que finalement, comme en gros, hein, l'approche de Hans Selye le reflète, on remarque que l'ensemble des thématiques relatives au stress ou à la santé psychologique au travail procèdent d'une même approche, à savoir la recherche d'un équilibre. Un ensemble d'éléments sont, au fil des études, posés. Alors, j'ai cité ici les principaux, c'est-à-dire ceux qui reviennent le plus souvent, tant dans les études de praticiens que celles des chercheurs. Les conflits de rôle, la charge travail hors travail, le temps de travail, les temps de travail, les problèmes de synchronisation, les contraintes émotionnelles, ainsi que les pressions d'ordre divers au travail, en incluant d'ailleurs les pressions d'ordre physique. Donc nous avons ici un ensemble d'éléments qui regroupent la quasi-totalité de ce qui fait l'horreur au travail, la terreur au travail, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Holdegard très bien vendu. Ensuite, qu'avons-nous justement? L'idée est, puisque nous avons toutes ces charges au travail, l'idée est donc de trouver un petit peu la némésis, à savoir un ensemble de ressources qui puissent véritablement, justement, contrebalancer l'effet pervers et destructeur. Donc, dans ces ressources professionnelles, que retrouve-t-on le plus fréquemment? La variété des tâches, les possibilités de développement personnel, le soutien hiérarchique, le soutien social, par exemple les collègues, le collectif de travail, et l'autonomie, c'est-à-dire la marge de manœuvre que l'on peut exercer dans son travail. On renvoie à Karatsek, dont le modèle est bien connu. Parfait. Donc finalement, nous arrivons à un cadre, à une approche, une problématique générale qui est la suivante. Lorsque nous avons une exigence professionnelle forte et des ressources professionnelles, ma foi, qui sont jugées inadéquates, nous sommes dans un secteur où la santé est considérée comme affectée et la motivation faible. La santé, par contre, est affectée, mais il y aurait motivation dans la mesure où nous avons un ensemble de ressources. Et ensuite, la santé, vous l'auriez, mais la motivation est faible, le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. Les ressources professionnelles, par contre, lorsqu'elles sont fortes et les exigences professionnelles fortes ou plutôt faibles, voilà, nous aurions donc théoriquement la santé et la motivation. Nous nous trouvons donc dans une configuration où l'équilibre, la recherche d'un équilibre, recherche organisationnelle ou recherche personnelle. Seulement voilà, il y a, à mes yeux, un petit problème. Alors tout ce que je vais vous dire est fondé par un ensemble de recherches empiriques et d'enquêtes. Bon, premièrement, l'équilibre est un choix métaphorique. Je n'ai jamais rencontré de ma vie un équilibre dans la rue. De plus, mon équilibre, apparemment, n'est pas celui d'autres intervenants. Chacun a son équilibre. 2. Réduction de l'intérêt. Réduction de l'intérêt à une psychologie négative. En effet, on parle de stress, on parlera de terreur, on nous parlera de tout ce que l'on veut. Seulement,
Bien, en se disant, bien finalement, nous préoccupons que de tout ce qui est négatif. Hein. Le corps de la recherche en psychologie est environ, enfin de mémoire, selon une étude de 2000, de environ 14 contre 1 concernant les problèmes de dépression, au lieu de parler tout simplement des problèmes de joie au travail ou autres caractéristiques plutôt positives. Donc cela va influer énormément sur la façon dont on pense de la santé psychologique au travail. Troisième, des programmes de santé réactifs d'efficacité aléatoire, pour ne pas dire douteuse. On trouve en effet que nous nous trouvons à chaque fois à réagir à quelque chose qui se passe. Donc nous sommes toujours en train de courir après un train, mais qui ne s'arrête jamais. Alors évidemment, nous avons un ensemble de politiques ou d'interventions qui existent, qui parfois marchent, parfois qui ne marchent pas, mais donc, comme la formation continue d'ailleurs, il est impossible de quantifier le retour sur investissement, ce qui est un comble pour l'argent qui a pu être mis dans tout ce qui vous est proposé. Je parle, vous, aux praticiens. Et ensuite, le grand problème, la passivité du gestionnaire, ce qui est un comble, puisque le gestionnaire, finalement, se trouve bien démuni en face d'un ensemble de problèmes que, finalement, il va sous-traiter à la compétence d'autres personnes, psychologues, ergonomes, médecins du travail, juristes, mais le gestionnaire, finalement, n'est ni un juriste, ni un ergonome, ni un psychologue, ni un médecin du travail. Il travaille en intelligence avec eux, mais il se trouve, finalement, un peu à la remorque de tout ceci. Évidemment, donc, parler de gestion stratégique des ressources humaines dans ce cas est quand même assez contradictoire. Que faire? Donc, là, je propose une approche donc, alternative, salutogénique. Salutogénique, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur l'annihilation des causes du mal, de se concentrer sur, ben ma foi, qu'est-ce qui fait que les gens aillent bien? Dans la vie, nous rencontrons tous des problèmes. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais vous aurez des problèmes encore dans le reste de votre vie. Comment se fait-il que certains surmontent et d'autres ne surmontent pas? Comme le disait d'ailleurs dans un peu un cri du cœur quelqu'un du MEDEF, hein, ben, oui, mais il y en a qui stressent sur la même chose et d'autres ne stressent pas. MEDEF dans le numéro de l'expansion, le dernier numéro de l'expansion. Bien, alors que faire? Je pense qu'il faut d'abord repérer, et ça a entièrement raison, la phase de diagnostic est très importante. Il est très important de repérer les sources motivantes, le diagnostic. Qu'est-ce qui motive les gens? D'abord, à vouloir jouer avec vous, à vouloir participer. Car finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les problématiques de santé psychologique sont souvent liées à un hiatus en ce qui me fait tourner, si vous voulez, et puis ce qui m'est proposé. Où l'entreprise, finalement, pense que ça motive tout le monde, un petit peu d'argent. Non, il y en a, non, pas nécessairement. Hein, nous sommes dans les besoins extrinsèques d'évitement, de non-satisfaction, pour reprendre des sources assez anciennes, mais tout aussi valables. Deuxième élément, sur cette base, adapter une pratique en fonction de ces ressources, pas en fonction de réactions, en fonction de ces ressources motivantes. Rapidement, 4 éléments. Des ressources tangibles, donc sensibles, que l'on peut repérer. Ça peut être la voiture de fonction pour par exemple les commerciaux, très très important. Des ressources personnelles de développement, des ressources interpersonnelles au travail ou externes. Hein, il est très important, par exemple, pour moi, d'avoir un travail qui me permette d'assurer aussi une présence à la famille, pas nécessairement 50-50, peut être 40 et 60. Et des ressources énergisantes, c'est-à-dire des ressources qui vont me permettre d'obtenir d'autres ressources, par exemple comme la formation ou l'argent dans certaines situations. Comme le disait cette publicité déplorable, il a la voiture, il aura la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit donc de quelque chose d'énergisant. Je ne citerai pas le constructeur automobile, par charité. Adapter une pratique en fonction des ressources, ce qui aura un impact automatique sur, d'abord, la pratique du recrutement adapté. Ce n'est pas parce que l'on a un diplôme que l'on peut tout faire. Tout n'est pas fait pour tout le monde. Et souvent, nous avons un quiproquo au niveau du recrutement. Dans certains pays, nous avons des tests, par exemple, psychologiques adaptés à l'expérience du travail pour la police. Pays-Bas. La politique de formation compatible aux besoins et aux désirs, tant de l'organisation, quelle qu'elle soit, que celle des personnes. Encore faut-il donner
la peine de savoir ce qui motive véritablement les gens et aussi l'organisation quand elle n'est pas très au fait de sa mission. Et enfin, l'évaluation de performance sur base de motivation, de satisfaction. Les études de satisfaction viennent après la bataille. Vous êtes content? Oui, non. Ça ne renseigne absolument pas le gestionnaire sur qu'est-ce qui a causé. Et ce n'est pas généralement le N+1 qui est habilité à les compétences pour savoir exactement pourquoi la personne avec laquelle je travaille tous les jours me dit qu'il n'est pas content. Je dis souvent que parfois, les personnes mariées depuis 20 ans ne connaissent même pas leur conjoint. Alors, pensez le N+1. Bien. Je vous remercie.